Lors du dîner de Thanksgiving, ma mère a distribué des enveloppes, un petit bonus pour tous ceux qui aident ici. Quand elle m'a ignoré, ma sœur a ri. On dirait que tu ne comptes pas, je me suis contentée de sourire, j'ai pris une bouchée et j'ai attendu. Cette nuit-là, j'ai fermé tous les comptes familiaux que je finançais. Au matin, leur bonus avait disparu, et leurs cartes ont été refusées au petit déjeuner. Mais ce n'était pas la seule chose qu'ils avaient perdue. La sauce au canneberge brillait sous le lustre de la salle à manger comme des gouttes de sang sur de la porcelaine fine. J'avais acheté ce lustre il y a 3 ans, quand l'ancien avait finalement rendu l'âme, tout comme j'avais payé pour le nouveau toit, la rénovation de la cuisine, et la facture de l'impôt foncier qui aurait conduit mes parents à la saisie. Personne ne mentionnait ces choses, bien sûr. Madison, passe les petits pains, a dit ma sœur Victoria sans me regarder. Elle ne me regardait plus jamais. Pas directement. Je suis devenu un meuble dans cette maison, quelque part entre le remboursement de ses dettes de carte de crédit et le paiement des frais de scolarité de l'école privée de sa fille, Lily. Je lui ai tendu le panier. Les petits pains venaient de Whole Foods, car l'arthrite de maman rendait la pâtisserie difficile ces derniers temps. Je le savais parce que je l'avais conduite à ses rendez-vous chez le rhumatologue depuis 18 mois, les programmant toujours autour de mes pauses déjeuner au sein de l'agence de marketing où j'avais gravi les échelons jusqu'au poste de directrice senior. Ils sont froids, annonça Victoria, laissant tomber un petit pain dans son assiette avec un dégoût théâtral. Maman, tu ne les as pas réchauffés? J'ai oublié, ma chérie. La journée a été si mouvementée. Mouvementée? Cette femme avait passé l'après-midi à disposer des plats achetés en magasin sur des plateaux de service pendant que j'étais au bureau jusqu'à midi, avant de m'arrêter dans 4 magasins différents pour récupérer tout ce qu'elle m'avait demandé par texto. La dinde à elle seule avait coûté 190 €, provenant de cette ferme biologique qu'elle avait vue dans une émission de cuisine. Mon père découpait la volaille avec la précision d'un chirurgien, ce qui était logique étant donné qu'il en avait été un avant sa retraite. Excellent choix cette année, Patricia, dit-il à ma mère. Bien meilleur que le désastre sec de l'année dernière. La dinde de l'année dernière avait aussi été ma responsabilité. Je l'avais cuisinée dans leur four tout en gérant une crise de lancement de produits sur mon ordinateur portable. Apparemment, empêcher un client de plusieurs millions de dollars de partir avait été moins important que d'arroser la dinde toutes les 30 minutes. Autour de la table se trouvaient les suspects habituels, mes parents à chaque extrémité, tels le roi et la reine de leur empire déclinant, Victoria et son mari Brandon d'un côté avec Lily, 13 ans, et moi, seul de l'autre côté, comme le nombre impair qui ne cadrait pas avec l'équation. Brandon travaillait comme cadre intermédiaire dans une entreprise de télécommunications, le genre de poste qui semblait important dans les soirées mais qui couvrait à peine leur prêt immobilier. Le prêt pour la maison pour laquelle je m'étais porté co-signataire quand leur crédit n'avait pas suffi à lui seul à obtenir le financement. Alors, Madison, dit Brandon, tentant d'engager la conversation comme on tenterait de désamorcer une bombe, avec prudence et une anxiété visible. Comment va le travail? Il avait déjà perdu tout intérêt, se tournant pour demander à mon père des nouvelles du match des Patriots. Le téléphone de Victoria vibra. Elle le consulta, sourit et tapa rapidement sous la table. Probablement en train d'envoyer un message à ses amis à propos de leur prochain voyage à Cancun, celui dont je l'avais entendu discuter avec maman la semaine dernière. Je n'étais pas invitée. Naturellement, ma présence aurait plombé l'ambiance, rappelant à tout le monde le distributeur de billets ambulants qui finançait leur style de vie. Le repas continua à son rythme habituel, papa tenant le crachoir sur la politique, maman s'inquiétant de savoir si tout le monde avait assez de tout, Victoria jouant son rôle de fille chérie qui ne pouvait rien faire de mal, et moi mangeant en silence tout en calculant mentalement combien ce dîner m'avait coûté. Pas seulement en argent, bien que ce chiffre fût déjà stupéfiant, mais en temps, en énergie, et dans l'érosion lente de la relation que nous avions pu avoir autrefois. Je me souvenais d'avoir 7 ans, regardant Victoria ouvrir ses cadeaux d'anniversaire pendant que j'étais assise en tailleur sur le tapis avec ma propre pile, plus petite. Même à l'époque, la répartition était inégale. Maman avait expliqué que Victoria avait besoin de plus parce qu'elle était plus âgée, plus sociable, qu'elle avait plus de dépenses. L'explication changeait au fil des ans, mais l'inégalité restait constante. Quand j'ai eu mon premier emploi à 16 ans,
en gardant les enfants des voisins, maman m'avait demandé d'emprunter mes gains pour payer la robe de bal de Victoria. Le prêt n'avait jamais été remboursé. Ce schéma s'est poursuivi à l'université, où j'ai cumulé 3 emplois à temps partiel pendant que Victoria rejoignait une sororité financée par nos parents, puis durant ma vingtaine, alors que je gravissais les échelons de l'entreprise pendant qu'elle naviguait entre prof de yoga, coach de vie et créatrice de bijoux en herbe. Maintenant, je gagnais 230 000 € par an. Et d'une manière ou d'une autre, je me sentais toujours comme cette fillette de 7 ans avec une plus petite pile de cadeaux. Le dîner est merveilleux, Patricia, déclara mon père en repoussant son assiette vide. Si on passait au salon? Nous avons migré comme des oiseaux, suivant un schéma ancien. Les meubles du salon étaient neufs de l'année dernière, après que maman eut décidé que l'ancien ensemble faisait dater. J'avais partagé les frais avec papa, bien que sa contribution ait été d'environ un quart de la mienne. Les coussins décoratifs venaient de chez Restauration Hardware. Le tapis était tissé à la main. Le livre de table sur les villas toscanes coûtait plus cher que la plupart des tables basses des gens. Maman disparut dans la cuisine et en ressortit avec une pile d'enveloppes couleur crème. Mon estomac se noua d'une manière que je n'ai pas immédiatement comprise. Un instinct primaire sentant le danger avant que mon esprit conscient ne le rattrape. Je veux faire quelque chose de spécial cette année, annonça maman, sa voix prenant cette tonalité mielleuse qu'elle utilisait quand elle voulait que tout le monde fasse attention. Un petit bonus pour tous ceux qui aident ici. Elle tendit la première enveloppe à papa en lui déposant un baiser sur la joue. Il l'ouvrit, sourit, et glissa ce qui ressemblait à un chèque dans la poche de sa chemise sans en montrer le montant à personne. La deuxième enveloppe fut pour Victoria, pour être une fille si merveilleuse et m'avoir tant aidé cette année. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent en regardant à l'intérieur. Maman, c'est trop. N'importe quoi. Tu le mérites, ma chérie. Brandon reçut la 3e enveloppe, pour prendre si bien soin de ma fille et de ma petite fille. Lily eut la 4e, son visage d'adolescente s'illuminant. Oh mon Dieu, mamie. Merci. Maman distribua 2 autres enveloppes à des personnes que je remarquais à peine au début. Puis je réalisai que l'oncle Richard et la tante Suzanne étaient là, assis sur le canapé 2 places. Quand étaient-ils arrivés? Avaient-ils été là pour le dîner? Toute la soirée avait pris une qualité onirique. Les sons étaient assourdis, les couleurs trop vives. Tout le monde reçut une enveloppe. Tout le monde, sauf moi. Maman se rassit dans son fauteuil, l'air aussi satisfaite qu'un chat qui a lapé la crème. Le silence s'étira pendant exactement 3 secondes avant que Victoria n'éclate de rire, un son aussi tranchant que du verre brisé. On dirait que tu ne comptes pas, Madison. 7 mots, 14 syllabes. Le résumé de 32 ans passés à être la fille acceptable, la personne fiable, la banque qui ne fermait jamais. Toutes les têtes se tournèrent vers moi. L'expression de papa était soigneusement neutre. Le regard des médecins qui annoncent une mauvaise nouvelle qu'ils ont déjà donnée 100 fois. Brandon eut la décence de paraître mal à l'aise. Lily comptait déjà son argent, inconsciente de la situation. L'oncle Richard étudiait ses mains. La tante Suzanne trouva quelque chose de fascinant dans le livre sur les villas toscanes. Le sourire de Victoria aurait pu tailler des diamants. Je pris une bouchée de la tarte à la citrouille que j'avais apportée sur la table basse, laissant la cannelle et la noix de muscade fondre sur ma langue tandis que je mâchais lentement, délibérément. Tout le monde attendait ma réaction, des larmes, de la colère, la scène dramatique qui leur permettrait de me dépeindre comme instable, ingrate, difficile. Au lieu de ça, je souris. Cette tarte est délicieuse, dis-je. Je devrais prendre la recette. La confusion sur le visage de Victoria valait presque la trahison. Presque. Je suis restée 1 heure de plus, à bavarder, à rire des blagues de papa, à complimenter maman pour ses talents d'hôtesse. J'ai embrassé tout le monde pour leur dire au revoir, je leur ai souhaité le meilleur, et je suis rentrée en voiture à mon appartement en ville, celui que j'avais acheté avec mon propre argent et décoré avec des meubles sur lesquels personne d'autre n'avait d'opinion. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mon téléphone a vibré à 23h47. Victoria, tu as sérieusement fermé nos comptes? Je n'ai pas répondu.
J'étais trop occupée à parcourir la liste que j'avais commencé à compiler au moment où maman avait commencé à distribuer les enveloppes comme des cadeaux de fête. Le compte joint que j'avais ouvert avec mes parents pour les aider à gérer leurs dépenses, fermé. Mon nom retiré. Les virements automatiques qui allaient de mon compte courant au leur chaque mois depuis 3 ans, annulés. La carte de crédit de Victoria, celle qui était techniquement à mon nom parce que son crédit se remettait encore de sa phase entrepreneuriale, gelée, puis annulée. Le fonds d'études que j'alimentais pour Lily, je ne pouvais pas toucher l'argent qui s'y trouvait déjà, mais je pouvais arrêter les dépôts mensuels et me retirer en tant qu'administratrice du compte. L'abonnement de téléphonie mobile familiale qui incluait, on ne sait comment, toute la famille de Victoria bien qu'il soit à mon nom, résilié. Ils auraient jusqu'à la fin du cycle de facturation. L'assurance auto qui groupait le SUV de Victoria avec ma berline pour une prétendue réduction qui ne profitait qu'à elle, j'ai appelé la compagnie et séparé les polices. Son tarif triplerait dès le lendemain matin. Mon téléphone a commencé à sonner à minuit 3. Maman. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Minuit 7, papa. Messagerie. Minuit 15, Victoria, à nouveau. Puis 3 textos en rafale. Tu es ridicule. C'était juste une blague. Rappelle maman. Elle pleure. Je me suis versé un verre de vin, le genre de bonne bouteille que je gardais pour les occasions spéciales, et je me suis installé sur mon canapé. Dehors, la ville scintillait comme des diamants éparpillés. À l'intérieur, mon appartement était calme, paisible, à moi. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer pendant des heures. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 47 appels manqués et 63 textos. Je les ai tous ignorés pendant ma séance de yoga, ma douche, mon petit déjeuner soigneusement préparé de toast à l'avocat et de café noir. À 9h30, quelqu'un a tambouriné à ma porte. Victoria se tenait dans le couloir, portant encore les vêtements de la veille, le mascara coulé, les cheveux en bataille. Elle n'avait jamais eu aussi peu l'air de l'enfant chéri. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Elle m'a bousculé pour entrer dans mon appartement sans y être invitée. Tu te rends compte de ce que tu as fait? J'ai arrêté de payer pour ta vie. Tu veux un café? Ce n'est pas drôle, Madison. La carte de Brandon a été refusée au supermarché ce matin. Devant tout le monde. On n'a rien pour le petit déjeuner de Lily. Il y a une épicerie à chaque coin de rue. Je suis sûre qu'ils acceptent les espèces. On n'a pas d'espèces. Tout est sur le compte que tu viens de fermer. Je me suis adossée à mon comptoir de cuisine, tenant ma tasse de café. Tu veux dire le compte que je finançais? Celui sur lequel je déposais de l'argent tous les mois pour que tu puisses prétendre avoir une stabilité financière? Tu n'as jamais dit que c'était ton argent. Je n'ai jamais dit que ça ne l'était pas. Son visage passa par plusieurs expressions, le choc, la colère, l'incrédulité, puis quelque chose qui aurait pu être de la compréhension si cela avait duré plus d'1 seconde. Tu vas vraiment faire ça pour une stupide enveloppe? Ça n'a rien à voir avec une enveloppe, Victoria. Ça a à voir avec 32 ans à être traité comme un distributeur de billets avec un pouls. Ça a à voir avec toutes les fois où j'ai payé ton loyer, tes factures de carte de crédit, acheté les fournitures scolaires de ta fille, co-signé tes prêts, et que je n'ai jamais entendu un « merci ». Jamais rien entendu d'autre que ce que je pouvais faire d'autre, ce que je pouvais donner d'autre, ce que je pouvais sacrifier d'autre pour que tu puisses vivre confortablement. Nous sommes une famille. Une famille ne rit pas quand quelqu'un est délibérément exclu. Une famille ne traite pas les siens comme des employés. Tu dramatises. Je me suis dirigée vers ma porte et je l'ai ouverte. J'ai des projets aujourd'hui. Tu devrais partir. Madison, s'il te plaît. Brandon a déjà appelé papa. On est censé avoir une réunion de famille demain. Règle juste ça avant, et on pourra tous passer à autre chose. Je ne viendrai à aucune réunion de famille. Tu dois venir. En fait, non. C'est ce que vous êtes tous sur le point d'apprendre. Je n'ai plus à faire quoi que ce soit que je ne veuille pas faire. Elle est restée là, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson qui se noie dans l'air. Finalement, elle a attrapé son sac à main et est sortie en trombe, s'arrêtant devant l'ascenseur pour lancer une dernière attaque. Tu vas le regretter.
Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur son visage rouge, et j'ai fermé la porte de mon appartement, verrouillant les deux serrures. Je ne l'ai pas regretté l'après-midi, quand papa a appelé et que j'ai laissé sonner. Je ne l'ai pas regretté le soir, quand maman a texté un long paragraphe sur les valeurs familiales et le pardon qui n'incluait pas d'excuses. Je ne l'ai pas regretté le week-end, quand l'oncle Richard a laissé un message me traitant d'égoïste, oubliant apparemment que je lui avais prêté 9 500 € pour ses frais médicaux il y a 2 ans. Lundi matin, je suis entrée au travail la tête haute et la conscience tranquille. Mon assistante, Jennifer, m'a accueillie avec son sourire habituel, me tendant mon emploi du temps et un café du bon endroit en bas. « Comment s'est passé Thanksgiving ?» demanda-t-elle. Révélateur. Mardi apporta une lettre livrée à mon bureau par coursier. L'écriture de maman sur l'enveloppe. À l'intérieur, une carte avec un message générique sur la gratitude et un chèque de 470 €, le même montant qu'elle avait donné à tout le monde à Thanksgiving. J'ai déposé le chèque, puis je l'ai utilisé pour m'acheter le sac à main de créateur que je convoitais depuis des mois. Chaque fois que je le porterai, je me souviendrai que le prix de mon amour-propre était bien plus élevé qu'il ne l'avait jamais imaginé. Les appels n'ont pas cessé. Ma messagerie vocale est devenue une chronique du désespoir masqué en vertu. Papa laissait des messages sur l'héritage familial et que penserait ta grand-mère, oubliant commodément que grand-mère Rose m'avait complètement exclu de son testament, partageant tout entre Victoria et lui parce que j'avais un bon travail et que je n'en avais pas besoin. Tante Suzanne, qui était restée silencieuse pendant la distribution des enveloppes, avait soudain des opinions très arrêtées sur mon caractère. L'oncle Richard m'a accusé de détruire la famille pour une jalousie mesquine. Le message le plus révélateur est venu de Brandon, mercredi après-midi. Sa voix s'est brisée à mi-parcours. Madison, je sais que nous avons eu nos différends, mais Lily demande pourquoi tu ne réponds pas à ses appels. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Peut-on au moins parler du fonds d'études ? Nous avions des projets basés sur cet argent. Des projets bâtis sur mon argent, faits sans ma participation, supposés garantis comme le lever du soleil. J'ai gardé ce message vocal. Quelque chose en lui cristallisait tout ce qui n'allait pas au cours de la dernière décennie. Ils avaient construit des avenirs entiers sur les fondations de mon portefeuille, sans jamais considérer que je pourrais avoir mes propres projets, mes propres rêves, mon propre point de rupture. Le travail est devenu mon sanctuaire. Le dossier Patterson a nécessité des journées de 18 heures cette semaine-là, me donnant des raisons légitimes d'ignorer les appels personnels. Mon équipe a livré une présentation qui a fait hocher la tête des clients avant même que nous ayons terminé la 3e diapositive. Après, ma patronne, Catherine, m'a prise à part. Quoi qu'il se passe dans ta vie personnelle, tu le canalises de manière productive, dit-elle. C'était le meilleur argumentaire que j'ai vu de ta part. Merci. Je le pense, Madison. Tu as toujours été bonne, mais dernièrement, il y a quelque chose de différent. Plus affûtée, plus confiante. Elle marqua une pause. Je propose ton nom pour le parcours de direction. Il va y avoir un poste de vice-présidente qui se libère en mars. Je voulais cette promotion depuis 3 ans. D'une manière ou d'une autre, couper les ponts avec ma famille avait libéré un espace mental dont je ne réalisais pas qu'il l'occupait. L'anxiété constante et de bas niveau de savoir qui avait besoin de quoi, quelle facture arrivait à échéance, quelle crise devait être gérée, s'était évaporée. Mon cerveau semblait plus clair, plus rapide, allégé. Ce soir-là, je me suis offert un dîner au restaurant italien du centre-ville, celui avec un menu dégustation qui coûtait plus cher que l'ancienne mensualité de la voiture de Victoria. Je me suis assise au bar, j'ai commandé l'accord mets et vin, et j'ai engagé la conversation avec la femme à côté de moi. Elle s'appelait Gabrielle. Elle travaillait dans le capital risque, et elle avait récemment coupé les ponts avec sa propre famille toxique. La meilleure décision que j'ai jamais prise, dit-elle en faisant tourner son barolo. Les gens pensent qu'on est censé tout tolérer de la part de ses parents de sang. C'est des conneries. Tu n'accepterais pas ce traitement d'un étranger. Pourquoi l'accepter de ta famille ? Ma sœur a ri quand ma mère m'a délibérément exclu de recevoir ce que tout le monde recevait. Et tu es parti, finalement ? D'abord, j'ai fermé tous les comptes que je finançais. Gabrielle a ri, un rire franc et plein d'une joie sincère. Oh,
Je t'aime bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté toute l'histoire, portée par le bon vin et l'anonymat d'une étrangère qui n'avait aucun intérêt dans mes choix. Elle a écouté sans jugement, intervenant parfois avec ses propres expériences similaires. Au moment du dessert, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Ils essaieront de te récupérer, m'a averti Gabriel. Pas parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils ont besoin de toi. Il y a une différence. Je commence à le comprendre. Nous avons échangé nos numéros. Elle est devenue ma première véritable amie en ville, quelqu'un qui comprenait la douleur spécifique d'être le distributeur de billets familial. Au cours des semaines suivantes, elle m'envoyait des captures d'écran de messages absurdes de ses propres parents, et je répondais avec la dernière tentative de culpabilisation de Victoria. Nous avons transformé notre traumatisme commun en comédie noire, le privant de son pouvoir de nous blesser. Jeudi matin, j'ai reçu un email du comptable de mon père. L'objet disait « Urgent, affaire de la fiducie familiale Mitchell ». Mon doigt a hésité au-dessus du bouton de suppression, mais la curiosité l'a emporté. Je l'ai ouvert. L'email décrivait ce que j'avais soupçonné, mais jamais confirmé. Les comptes de retraite de papa étaient épuisés. Il vivait dessus depuis des années, complétés par mes virements mensuels, convaincu que le marché se redresserait suffisamment pour les maintenir. Ce ne fut pas le cas. Les frais médicaux de maman augmentaient. Leur maison, celle que j'avais aidé à sauver de la saisie, avait une deuxième hypothèque qu'ils avaient contractée l'année dernière. Sans mes contributions, ils risquaient la faillite dans les 6 mois. Le comptable, un homme nommé Harold Peterson, que j'avais rencontré 2 fois lors de réunions de famille, écrivait « Votre père m'a demandé de vous contacter directement. Il est trop fier pour mendier. Mais Madison, ils ont besoin d'aide. » J'ai examiné leurs finances en détail. La seule option viable est soit un soutien familial important, soit la vente de la maison et une réduction drastique de leur train de vie. J'ai lu l'email 3 fois, attendant de ressentir quelque chose. De la culpabilité, peut-être. L'obligation, le vieil instinct de réparer les choses, d'être la solution aux problèmes de tout le monde. Au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'une sorte de pitié distante, le genre que l'on pourrait ressentir en lisant les malheurs d'inconnus dans le journal. J'ai répondu à Harold, merci pour l'information. Je leur recommande de consulter un avocat spécialiste des faillites. Je ne fournirai pas de soutien financier. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Je comprends que ce soit compliqué, mais ce sont vos parents. Et j'étais leur fille. Ils ont fait leur choix. Harold n'a pas répondu. Cet après-midi-là, Victoria est apparue dans l'immeuble de mon bureau. La sécurité a appelé pour me demander si je voulais qu'il la raccompagne dehors ou la laisse monter. J'ai envisagé les 2 options, imaginant la scène qu'elle ferait dans les 2 cas. Laissez-la monter, mais prévenez la sécurité d'être prête si nécessaire. Elle a fait irruption dans mon bureau, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Son pantalon de yoga était taché, ses cheveux sales, son visage bouffi par les pleurs, l'alcool, ou les 2. « Tu es en train de les tuer », a-t-elle annoncé sans préambule. Le comptable de papa dit qu'ils vont faire faillite. Le stress de maman aggrave son arthrite. C'est de ta faute. Jennifer a commencé à se lever de son bureau à l'extérieur, mais je lui ai fait signe de rester. Entre et ferme la porte, Victoria. Elle l'a fait, puis est restée au milieu de mon bureau comme une accusation faite femme. Assieds-toi. Je ne veux pas m'asseoir. Alors reste debout, mais baisse la voix ou la sécurité te fera sortir. Ça a marché. Elle s'est affalée sur la chaise en face de mon bureau, se dégonflant comme un ballon qui perd de l'air. Combien? A-t-elle finalement demandé. Pardon? Combien veux-tu pour les aider? Je sais que tu es en colère, mais ils vont tout perdre. Ils ont déjà perdu tout ce qui comptait. Ils ne l'ont juste pas remarqué parce qu'ils avaient encore de l'argent. Arrête d'être énigmatique et dis-moi ce que tu veux. Je ne veux rien de vous. C'est ça que tu ne comprends pas. Je ne suis pas en train de négocier. Je ne joue pas à un jeu. J'ai fini. Tu ne peux pas simplement en avoir fini avec la famille. Regarde-moi faire.
Le visage de Victoria a parcouru des émotions trop rapides pour être suivi. Brandon m'a quitté, a-t-elle dit soudainement. Les accusations de fraude, la pression financière. Il a dit qu'il ne pouvait pas gérer ça. Il a pris Lily et a emménagé avec sa mère en Floride. Je suis seule dans cette maison qu'on ne peut pas se permettre, à travailler dans la vente pour 11 € de l'heure, et ma propre sœur ne veut pas m'aider. L'information aurait dû m'émouvoir. Autrefois, elle l'aurait fait. J'aurais déjà été en train de calculer combien je pouvais épargner, ce que je pouvais sacrifier pour soulager sa douleur. Maintenant, j'entendais la manipulation dans chaque mot. La révélation stratégique de la souffrance, l'accent prudent mis sur « seul » et « ne peut pas se permettre », menant à l'accusation déguisée en fait « ne veut pas m'aider ». Je suis désolée que ton mari soit parti. Ça doit être difficile. Difficile ? Sa voix monta jusqu'à l'hystérie. Je suis en train de tout perdre. Mon mariage, ma fille, ma maison, et tu es désolée ? Que veux-tu que je dise, Victoria ? Que je vais débarquer et tout arranger, payer ton hypothèque, couvrir tes frais juridiques, financer ton nouveau départ. C'est pour ça que tu es là, n'est-ce pas ? Pas pour t'excuser, pas pour reconnaître ce que tu as fait, mais pour voir si tu peux me soutirer encore quelques dollars. J'ai essayé de m'excuser. Tu as ri à Thanksgiving quand maman m'a ignoré. Tu as ri et tu as dit que je ne comptais pas. Ce n'était pas une blague. C'était la vérité sur la façon dont vous m'avez toujours vu. C'était un commentaire stupide. Tu détruis toute notre famille pour un stupide commentaire. Non, Victoria. Je me sauve moi-même après 32 ans à être détruite par cette famille. Il y a une différence. Elle s'est mise à pleurer alors, de gros sanglots qui secouaient tout son corps. Une partie de moi se demandait s'ils étaient réels ou joués. Une autre partie s'en fichait. S'il te plaît, elle tâtait-elle entre deux sanglots. S'il te plaît, Madison, je sais que j'ai été horrible. Je sais que j'ai profité de toi. Je ferai mieux. Je changerai. Aide juste maman et papa. Ils ne méritent pas ça. Que méritent-ils ? La question sembla la déconcerter. Elle s'essuya le nez avec sa manche, regardant autour de mon bureau comme si la réponse pouvait être écrite sur les murs. Son regard s'accrocha à la photo encadrée sur mon étagère. Moi, lors d'un séminaire de travail dans le Colorado, souriant sincèrement, entouré de collègues qui me respectaient. Ils méritent l'aide de leur fille en temps de crise, dit-elle finalement. Ils l'ont eu pendant des années. Ils l'ont épuisé. Les gens ne s'épuisent pas. La famille n'a pas de limites. En fait, Victoria, tout le monde a des limites. Vous avez juste supposé que les miennes étaient infinies. Vous aviez tort. La sécurité frappa à ma porte. Jennifer devait les avoir appelés. Tout va bien ici, Madame Mitchell ? Ma sœur était sur le point de partir. Victoria se leva, chancelant légèrement. Tu le regretteras. Quand ils ne seront plus là et que tu seras seule, tu souhaiteras avoir été là pour eux. Peut-être. Mais j'aurai encore mon amour-propre. Elle est partie sans un mot de plus. De la fenêtre de mon bureau, je l'ai regardée traverser le parking jusqu'à une Honda Civic déglinguée qui devait avoir 15 ans. Rien à voir avec le SUV neuf qu'elle conduisait l'année dernière. Elle est restée assise au volant pendant 10 minutes avant de démarrer le moteur et de s'éloigner. Jennifer est apparue avec un café, le bon, du café d'Axe en grave côté. Tu vas bien ? Ça va aller. Ta famille a l'air épuisante. Il l'était. Au passé. Le reste de la semaine s'est écoulé lentement, chaque jour apportant de nouvelles tentatives pour violer mes limites. Maman a envoyé des fleurs à mon bureau avec une carte disant « La famille, c'est pour toujours ». Je les ai données à l'hôpital d'en face. L'avocat de papa a envoyé une lettre officielle suggérant une médiation. J'ai renvoyé une réponse officielle déclinant l'offre. Tante Suzanne a essayé l'approche de la sympathie, laissant des messages sur à quel point ma grand-mère décédée serait déçue. J'ai bloqué son numéro. L'attaque la plus efficace est venue d'une source inattendue, Lily. Elle a réussi à obtenir mon email professionnel et a envoyé un message avec pour objet « Pourquoi nous détestes-tu ?
Le corps de l'email était une dissertation d'adolescente sur l'obligation familiale, parsemée de culpabilisation sur à quel point elle avait hâte d'aller à l'université, comment ses amis avaient tous de l'aide de leurs proches, comment ce n'était pas juste que sa vie s'effondre à cause de problèmes d'adultes. L'email se terminait par « Je pensais que tu m'aimais. Je suppose que je me trompais. Je suppose que l'argent est plus important que ta propre nièce. » J'ai fixé cet email pendant 1 heure, sentant le vieux conditionnement remonter. Elle avait 13 ans, juste une enfant, manipulée par des adultes pour être leur arme. Ce n'était pas sa faute. Sauf que c'était exactement la stratégie de Victoria. Utiliser l'enfant comme otage émotionnel. Miser sur mon incapacité à tenir une adolescente responsable du poison de ses parents. J'ai écrit et supprimé 5 réponses avant de me décider pour la vérité. Lily, je t'aime, mais l'amour ne signifie pas laisser les gens te traiter mal pour toujours. Ta mère et tes grands-parents ont fait des choix qui m'ont profondément blessée. J'ai dû faire des choix pour me protéger. J'espère qu'un jour tu comprendras que des relations saines exigent le respect de tous les participants, pas seulement le sacrifice d'une seule personne. Je te souhaite le meilleur dans ta vie. Je n'ai jamais reçu de réponse. Soit Victoria l'a intercepté, soit Lily ne savait pas quoi faire de cette honnêteté. Vendredi après-midi, Catherine m'a appelé dans son bureau. Mon estomac s'est noué, me demandant si Victoria avait intensifié sa campagne jusqu'à mon lieu de travail, mais Catherine souriait. Le comité de direction s'est réuni ce matin. Ils veulent accélérer ta promotion. Vice-présidente des comptes stratégiques, à compter du 1er janvier. Augmentation de 30%, pack complet d'avantages sociaux, bureau d'angle à l'étage de la direction. Le bureau est devenu flou. J'avais été si concentrée sur la crise familiale que j'avais complètement oublié la promotion. Vous êtes sérieuse? Absolument. Tu l'as mérité, Madison. La présentation Patterson a scellé l'affaire, mais tu construis ça depuis des années. Félicitations. J'ai flotté le reste de la journée dans un état d'émotion contradictoire. Le triomphe professionnel mêlé à la perte personnelle. Le succès assombri par la connaissance que ma famille ne célébrerait jamais cela avec moi. Puis j'ai réalisé qu'ils n'avaient jamais vraiment rien célébré avec moi. Ma remise de diplôme universitaire avait été éclipsée par les fiançailles de Victoria. Ma première grande promotion avait coïncidé avec le lancement de son entreprise de bijoux, que mes parents avaient financé avec de l'argent qu'ils m'avaient emprunté. Chaque étape importante de ma vie avait été un décor en arrière-plan de l'histoire du personnage principal qu'était Victoria. Maintenant, j'étais la protagoniste de ma propre vie, et les seconds rôles avaient été coupés de la production. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que j'avais évité. J'ai parcouru mon téléphone et j'ai systématiquement bloqué le numéro de chaque membre de ma famille. Maman, papa, Victoria, Brandon, Lily, oncle Richard, tante Suzanne, même des cousins éloignés qui auraient probablement été recrutés pour des missions de culpabilisation. Chaque numéro bloqué était comme un poids retiré de mes épaules. Quand j'ai eu fini, mon téléphone était silencieux pour la première fois depuis des semaines. Pas de vibration, pas de notification, pas de demandes urgentes déguisées en préoccupations familiales. Juste la paix. J'ai commandé de la nourriture thaïlandaise, ouvert une bouteille de vin, et regardé en rafale une série que je voulais rattraper depuis des mois. Vers minuit, j'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais passé une soirée sans une anxiété liée à la famille qui me rongeait. C'était donc ça, la vie des gens normaux. Cette légèreté, cette liberté d'exister sans avoir constamment à gérer la crise de quelqu'un d'autre ou à calculer si je pouvais me permettre l'urgence de quelqu'un d'autre. Je pourrais m'y habituer. La réunion de famille a eu lieu sans moi. Je le sais parce que Victoria m'a envoyé une photo de tout le monde réuni dans le salon de maman et papa, accompagné de « Tu vois ce que tu manques ?» Ce que je voyais, c'était un groupe de personnes qui avaient pris ma générosité pour acquise, confondu mon amour avec de la faiblesse, et supposé que je serais toujours là pour financer leurs choix. Ce que je ne voyais pas, c'était une quelconque raison de regretter ma décision. La photo m'a hanté plus que je ne voulais l'admettre. Il y avait maman dans son fauteuil préféré, celui que je lui avais acheté pour ses 60 ans. Papa debout derrière elle, la main sur son épaule, présentant un front uni. Victoria sur le canapé, l'air victorieux,
oncle Richard et tante Suzanne les flanquant comme des renforts. Même Brandon était là, ce qui m'a surprise étant donné que Victoria prétendait qu'il l'avait quitté. C'était donc un mensonge aussi. Juste une autre manipulation, une autre tentative d'extorquer de la sympathie et de l'argent. J'ai zoomé sur chaque visage, cherchant le moindre soupçon de remords ou d'introspection. Rien. Il ressemblait à un conseil d'administration convoqué pour traiter le problème d'un employé, pas à une famille aux prises avec sa propre toxicité. Mon téléphone a sonné 1 heure plus tard. Numéro inconnu. J'ai répondu, brisant ma propre règle, la curiosité l'emportant. Madison Mitchell. Une voix d'homme, inconnu. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Timothy Shaw. Je suis un thérapeute familial que vos parents ont engagé pour aider à la médiation de cette situation. Ils m'ont donné la permission de vous contacter. Comment avez-vous eu ce numéro? Votre mère me l'a fourni. Je comprends qu'il y a eu un conflit familial important et j'aimerais offrir mes services en tant que tiers neutre pour vous aider tous à naviguer. Laissez-moi vous arrêter tout de suite, Timothy. Est-ce que mes parents ont mentionné que ma sœur a tenté de commettre une fraude en utilisant mon identité? Qu'ils m'ont exploité financièrement pendant des années? Qu'ils m'ont délibérément humilié devant toute la famille? Une pause. Ils ont mentionné qu'il y avait un désaccord financier et des sentiments blessés autour des fêtes. Des sentiments blessés. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Les dynamiques familiales sont complexes. Souvent, il y a des malentendus des deux côtés. Timothy, je vais vous faire gagner du temps. Je ne vous ai pas engagé. Je ne veux pas de vos services. Quoique mes parents vous paient pour régler ça, c'est un gaspillage de leur argent. Ce qui est ironique, puisqu'apparemment ils n'en ont pas, mademoiselle Mitchell, je comprends que vous soyez en colère. Je ne suis pas en colère. J'ai fini. Il y a une différence. S'il vous plaît, ne me contactez plus. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué ce numéro aussi. Le lendemain matin a amené une visiteuse inattendue à mon bureau. Pas Victoria cette fois, mais maman elle-même. Jennifer a essayé de l'arrêter, mais maman l'a bousculée, se déplaçant plus vite que son arthrite n'aurait dû le permettre. Madison Eleanor Mitchell, tu vas m'écouter. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de mon bureau, 63 ans, tremblant de rage, de peur, ou des deux. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable, sa tenue de créateur probablement financée par l'une de ses enveloppes de Thanksgiving. Elle ne ressemblait en rien à une femme au bord de la faillite. Vous avez 5 minutes, dis-je, sans me lever. Ensuite, la sécurité vous escortera dehors. Maman a fermé la porte et s'est assise sans y être invitée, se perchant sur le bord de la chaise comme un oiseau prêt à prendre son envol. Comment ai-je pu élever une fille aussi cruelle? Est-ce une question sincère ou rhétorique? Ne fais pas la maligne avec moi. Je suis ta mère. Et je suis votre fille. Celle que vous avez délibérément exclue devant toute la famille. Celle dont vous n'avez jamais reconnu les années de soutien financier. Dois-je continuer? Cette histoire d'enveloppe était un malentendu. Vraiment? Comment peut-on mal comprendre le fait d'ignorer une personne tout en donnant de l'argent à toutes les autres? Son visage rougit. Tu gagnes beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin de quelques centaines d'euros. Donc vous admettez que c'était délibéré. J'admets que nous pensions que tu comprendrais. Victoria et Brandon ont des difficultés. Lily a besoin de choses. Ton père et moi avons un revenu fixe. Tu as plus qu'assez. J'avais plus qu'assez parce que j'ai travaillé pour l'avoir, pas parce que c'est apparu de nulle part. Nous ne t'avons jamais rien demandé que tu n'étais pas prête à donner. Le révisionnisme était à couper le souffle. Vous me demandiez de l'argent constamment. Chaque mois, comme une horloge. Le loyer de Victoria, le paiement de la voiture de Brandon, les frais de scolarité de Lily, vos impôts fonciers, les factures médicales de papa, le toit, la cuisine. Nous n'avons pas demandé tout ça. Vous avez offert, parce que vous m'aviez déjà dit que vous étiez désespéré. Parce que vous aviez déjà expliqué qu'il n'y avait pas d'autre option. Parce que j'ai été conditionné depuis l'enfance à croire que ma valeur pour cette famille se mesurait à ce que je pouvais fournir.
Les yeux de maman se remplirent de larmes, la même performance qu'elle avait perfectionnée au fil des décennies. Je n'arrive pas à croire que tu penses que nous ne t'aimerions que pour l'argent. Quand m'avez-vous jamais aimé pour autre chose? La question resta en suspens dans l'air comme de la fumée. Maman ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. J'attendis, sincèrement curieuse d'entendre sa réponse. Ce n'est pas juste, dit-elle finalement. Ce qui n'est pas juste, c'est de réaliser à 32 ans que votre propre famille vous voit comme une ressource plutôt que comme une personne. Tu dramatises. Les familles s'entraident. C'est ça, l'amour. Non, maman. L'amour est réciproque. L'amour est respectueux. L'amour ne rit pas quand quelqu'un est délibérément exclu. Ce que nous avions était une transaction, et je n'accepte plus les termes. Elle sortit un mouchoir de son sac, tamponnant ses yeux avec soin pour préserver son mascara. Ton père a des douleurs thoraciques à cause du stress. S'il lui arrive quelque chose, tu devras vivre avec ça. Papa avait des douleurs thoraciques avant que je ne coupe les ponts. Il en a depuis 3 ans. Je l'ai conduit chez le cardiologue 6 fois, tu te souviens? À chaque fois, le médecin a dit que c'était le stress, une mauvaise alimentation et un manque d'exercice. Peut-être suggérer qu'il essaie ses solutions au lieu de me blâmer. Tout allait bien jusqu'à ce que tu fasses ton caprice. Tout allait bien pour vous. Moi, je me noyais, mais tant que l'échec passait, personne ne le remarquait. Maman se leva brusquement. Je ne t'ai pas élevé pour que tu abandonnes ta famille. Vous ne m'avez pas élevé du tout. Vous avez élevé Victoria. J'ai juste existé à côté d'elle. Utile quand vous aviez besoin de quelque chose, invisible le reste du temps. Elle se dirigea vers la porte, la main sur la poignée. Quand nous perdrons la maison, quand nous vivrons dans un appartement horrible dans un mauvais quartier, quand la santé de ton père se dégradera à cause du stress, j'espère que tu pourras dormir la nuit. Je dors mieux que je ne l'ai fait depuis des années. Elle est partie sans un mot de plus. Jennifer est apparue quelques instants plus tard avec de l'eau et une expression compatissante. Cette femme est un sacré numéro. Tu n'as pas idée. En fait, si. Ma belle-mère est exactement comme ça. La culpabilité militarisée est leur super pouvoir. Comment tu gères ça? Je ne gère pas. Mon mari a finalement fixé des limites et elle ne nous a pas parlé pendant 2 ans. Les 2 meilleures années de mon mariage. Jennifer a souri. Elle est revenue en rampant finalement. Elles le font toujours une fois qu'elles réalisent que la banque est vraiment fermée. Ces mots me sont restés tout le week-end. J'avais agi en supposant que couper les ponts était permanent, final, irréversible. Mais et s'ils revenaient? Et s'ils finissaient par s'excuser, reconnaître leur comportement, essayer de reconstruire sur des bases plus saines? Est-ce que je le voudrais, même? La question me dérangeait plus que la réponse, qui était probablement non. La relation était trop endommagée, les fondations trop pourries. On ne peut pas rénover une maison qui doit être condamnée. Dimanche matin, je suis allée courir dans le parc près de mon appartement. Le froid de décembre me mordait la peau exposée, mais l'effort physique me faisait du bien, me purifiait. À mi-chemin de mon parcours habituel, j'ai croisé une femme avec 2 enfants, peut-être de 8 et 10 ans. Ils riaient, jetaient du pain au canard allaitant, complètement absorbés par leur simple joie. La mère a croisé mon regard et a souri. Juste un bref moment ordinaire d'humanité partagée, mais quelque chose a fait craquer une fissure dans ma poitrine. Je n'aurais jamais ça avec ma mère. La moindre chance que nous ayons eue d'avoir une relation simple avait été étranglée il y a des années par l'inégalité et le ressentiment, et le l'empoison d'être valorisé uniquement pour ce que je pouvais fournir. Le deuil m'a frappé soudainement, vif et inattendu. Pas le deuil de ce que j'avais perdu en coupant les ponts, mais le deuil de ce qui n'avait jamais existé en premier lieu. La famille aimante, les parents solidaires, la sœur qui était une amie plutôt qu'une concurrente. J'avais passé 32 ans à essayer de mériter quelque chose qui n'était jamais à vendre. J'ai terminé ma course avec des larmes gelant sur mes joues. Mais le temps de rentrer, de prendre une douche et de me faire un café, le deuil s'était transformé en quelque chose de plus propre, l'acceptation. Ils étaient qui ils étaient. J'étais qui j'étais. Et ces 2 réalités étaient fondamentalement incompatibles. Mercredi,
Mon téléphone a sonné, numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Madison Mitchell. Une voix de femme, professionnelle. Ici Karen Rodriguez de la First National Bank. Nous appelons au sujet d'une demande de prêt vous listant comme co-signataires. Les demandeurs sont Brandon et Victoria Hughes. Je n'ai co-signé aucun prêt. C'est ce que nous devions vérifier. Nous avons reçu une demande avec ce qui semble être votre signature falsifiée. Nous allons rejeter la demande et signaler le compte pour fraude. Après avoir raccroché, je suis restée assise à mon bureau, fixant l'écran de mon ordinateur sans le voir. Ils avaient essayé de falsifier ma signature pour me piéger à nouveau dans leur toile financière sans mon consentement ni ma connaissance. La colère que j'avais tenue à distance avec des décisions rationnelles et une froide distance a finalement éclaté. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon avocat. D'ici vendredi, j'avais déposé des plaintes à la police pour tentative de fraude, envoyé des lettres de cessation et d'abstention à Victoria et Brandon, et entamé le processus de gel de mon crédit pour empêcher toute tentative future. Mon avocat m'a assuré que l'affaire était simple, surtout que la banque l'avait détecté tôt. Mes parents m'ont appelé ce soir-là. Papa, cette fois, sa voix lourde d'une déception qui n'avait plus le pouvoir de me blesser. Madison, nous devons parler de ces actions en justice. Mon avocat s'occupe de tout, papa. Si tu as des questions, contacte-le. Ta mère est dévastée. Victoria a fait une erreur, mais impliquer des avocats est extrême. Victoria a essayé de commettre une fraude en utilisant mon identité. Ce n'est pas une erreur. C'est un crime. Elle est désespérée. Tu les as coupés du jour au lendemain. J'ai donné 32 ans d'avertissement. Personne ne prêtait attention. Tu jettes ta famille par-dessus bord pour de l'argent. Le rire qui m'a échappé était assez amer pour que je le goûte. Je ne jette rien du tout. Vous avez tous été très clairs à Thanksgiving sur ma valeur pour cette famille. J'accepte simplement cette évaluation et j'agis en conséquence. Ta mère est trop bouleversée pour te parler en ce moment. Alors ne me la passe pas au téléphone. Un silence s'est étiré entre nous, rempli de tout ce que nous ne nous étions jamais dit. Le favoritisme, l'inégalité, l'érosion lente du lien que nous avions pu partager. Je t'ai mieux élevé que ça, a finalement dit papa. Vous m'avez élevé en me faisant croire que la famille était censée s'aimer. Il s'avère que vous enseignez cela à Victoria, et que j'étais juste l'exemple de ce qui arrive quand on ne rentre pas dans le moule. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Décembre est arrivé avec un froid qui s'infiltre dans les os et s'y installe. J'ai passé ma première saison des fêtes seule, déclinant les invitations de collègues qui voulaient inclure la pauvre femme célibataire dans leur célébration. Je n'étais pas triste, cependant. J'étais libre. L'affaire de fraude a progressé. Victoria avait apparemment signé mon nom sur des documents d'une valeur de 70 000 €, un prêt qu'il comptait utiliser comme acompte pour une maison plus grande. Le service de fraude de la banque avait des enregistrements de tout, y compris des appels téléphoniques où Victoria s'était fait passer pour moi. Mon avocat était ravi. C'est le cas le mieux documenté que j'ai vu depuis des années. Il risque des poursuites pénales. Je veux juste qu'ils arrêtent, ai-je dit. Je ne veux pas les détruire. Alors vous n'auriez pas dû être la parente d'idiot. Noël est venu et reparti. Je me suis acheté des cadeaux, la machine à expresso que j'avais toujours voulu, des livres en première édition, un week-end dans un spa dans le Vermont. J'ai fait des appels vidéo avec des amis qui s'étaient éloignés pendant les années où j'étais trop occupée à gérer les crises familiales pour entretenir des relations extérieures. J'ai découvert que j'appréciais ma propre compagnie quand elle n'était pas constamment interrompue par des exigences déguisées en obligations familiales. Janvier a apporté une résolution. Victoria et Brandon ont plaidé coupables de tentative de fraude dans le cadre d'un accord qui leur a évité la prison, mais les a chargés d'amende, de probation et d'un casier judiciaire. Leur avocat a contacté le mien pour discuter d'un dédommagement pour la détresse émotionnelle et les frais juridiques. Je me suis contentée d'excuses écrites et d'une ordonnance restrictive permanente. Les excuses sont arrivées en février, tapées sur du papier ordinaire, clairement écrites par leur avocat. Elles ne contenaient aucune émotion,
aucune reconnaissance réelle des années d'exploitation, juste un langage juridique conçu pour satisfaire les exigences du tribunal. Je l'ai utilisé pour tapisser le fond de ma poubelle de recyclage. Le printemps a apporté ma promotion au poste de directrice exécutive, un titre accompagné d'un bureau d'angle et d'un salaire suffisant pour que mes 230 000 € précédents paraissent modestes. J'ai acheté une maison en banlieue. Rien d'ostentatoire, juste une maison de style craftsman avec 3 chambres, un jardin et un bureau où je pouvais travailler de chez moi. Mon premier dîner était intime, 6 amis du travail, du bon vin, un traiteur parce que je n'avais pas envie de cuisiner. Personne ne m'a demandé d'argent. Personne ne s'attendait à ce que je résolve leurs problèmes. Personne ne m'a traité autrement que ce que j'étais, une femme qui a réussi, qui a travaillé dur et mérité sa place. C'était le meilleur Thanksgiving que j'ai jamais eu, même si ce n'était qu'en avril. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles directes de mes parents, bien que maman ait envoyé des cartes d'anniversaire sans adresse de retour. Les réseaux sociaux de Victoria la montraient travaillant dans un magasin de détail, Brandon ayant l'air beaucoup plus vieux, Lily dans une école publique. Ils avaient déménagé dans une maison plus petite dans un quartier moins cher. Leurs voitures étaient des modèles plus anciens et pratiques. Les publications de Victoria sur la gratitude et la croissance personnelle semblaient performatives, soigneusement conçues pour reconstruire son image. Je ne les détestais pas. La haine nécessitait un investissement émotionnel que je ne possédais plus. Ils étaient devenus des étrangers qui partageaient mon ADN. Des gens que j'avais connus dans une autre vie. En août, j'ai rencontré Daniel lors d'une conférence professionnelle. Il était consultant à Seattle. Drôle et gentil, avec une relation saine avec sa propre famille et aucune dette au-delà de son hypothèque. Quand je lui ai parlé de Thanksgiving, m'attendant à un jugement ou à un malaise, il a simplement hoché la tête. Bien joué, a-t-il dit. La famille est censée être les gens qui rendent ta vie meilleure, pas pire. Nous sommes sortis ensemble à distance pendant 6 mois avant qu'il ne déménage à Boston pour un poste dans une entreprise concurrente. Il a emménagé dans ma maison en décembre, juste avant les fêtes. Nous avons organisé Thanksgiving cette année-là, invitant ses parents et ses frères et sœurs, mes amis, mon assistante Jennifer et son mari. 20 personnes se sont pressées dans ma salle à manger, riant et parlant les uns par-dessus les autres, se passant les plats, personne ne comptant qui avait apporté quoi ou qui avait contribué à combien. La mère de Daniel a insisté pour faire la vaisselle malgré mes protestations. Son père a raconté de terribles blagues que tout le monde faisait semblant de trouver drôles. Sa sœur m'a appris à faire sa célèbre tarte aux pommes à partir de 0. C'est à ça que la famille était censée ressembler. À la fin de la soirée, après que tout le monde soit parti et que Daniel chargeait le lave-vaisselle, je me tenais dans mon salon, regardant le chaos contrôlé d'un rassemblement réussi. Des serviettes froissées, des verres à vin avec des traces de rouge à lèvres, des miettes sur le parquet, l'odeur persistante de dinde et de tarte. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. J'ai vu tes photos Facebook. On dirait que tu as trouvé une nouvelle famille à utiliser. Victoria. Elle avait clairement traîné sur mon profil public, surveillant ma vie depuis la distance requise par l'ordonnance restrictive. J'ai supprimé le message sans répondre. Daniel est venu derrière moi, enroulant ses bras autour de ma taille. Ça va? Plus que bien. C'était ta sœur? Ce n'était personne. Il m'a embrassé sur la tempe et nous sommes restés là, en silence confortable, dans la maison que j'avais achetée avec mon propre argent, entourée de la vie que j'avais construite selon mes propres termes. L'enveloppe que maman m'avait refusée à Thanksgiving contenait 470 €. Les comptes que j'avais fermés cette nuit-là injectaient environ 6 500 € par mois dans les poches de ma famille. En 3 ans, je leur avais donné 250 000 €, sans compter les grosses dépenses uniques, les prêts co-signés, les dettes remboursées, les fonds d'urgence jamais remboursés. Mais ce qu'ils avaient vraiment perdu, ce n'était pas l'argent. C'était moi, la fille et la sœur qui les avaient aimés malgré tout, qui avaient continué à être présentes, à aider, à espérer qu'un jour ils me verraient comme plus qu'une ressource à exploiter. Ils avaient perdu quelqu'un qui leur aurait tout donné s'ils l'avaient simplement traité avec un respect de base. Et j'avais gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, la preuve que je valais plus qu'ils ne l'avaient jamais reconnu, que j'étais assez forte pour partir,
capables de construire quelque chose de mieux. Les bonus qu'ils avaient reçus ce Thanksgiving avaient disparu dès le lendemain matin, dépensés pour des choses qu'ils pensaient, j'en suis sûre, mériter. Mes cartes avaient été refusées à leur table de petit déjeuner, mettant fin au voyage gratuit dont ils avaient profité pendant des années. Mais la véritable perte était encore en cours de calcul. Chaque anniversaire où je n'assistais pas, chaque fête que je célébrais ailleurs, chaque étape de ma vie qu'ils manqueraient parce qu'ils avaient renoncé à leur invitation. Ils m'avaient exclu ce Thanksgiving. Ils avaient eu raison. Je ne comptais plus. Pas dans leur monde. Mais je comptais dans le mien. Et cela faisait toute la différence. Des années plus tard, quand les gens me demandaient si je regrettais, si ma famille me manquait, si je me réconcilierais un jour, je pensais à ce moment. Thanksgiving. Le rire de Victoria. Le sourire satisfait de maman. Le poids de cette enveloppe exclue que je n'avais jamais reçue. Je pensais à la vie que j'avais construite ensuite. Daniel, qui est devenu mon mari, notre fille Sophie, qui ne connaîtrait jamais la piqûre de l'amour inégal. La carrière que j'avais fait progresser sans que les obligations familiales ne me retiennent. Les amitiés que j'ai approfondies quand j'ai eu le temps de les entretenir. Alors je souriais et je disais, je n'ai pas perdu ma famille. Je suis montée en gamme. Parce que la vérité, c'est que j'avais passé 32 ans à faire partie d'une famille qui ne m'avait jamais vraiment voulu, juste mon argent. Maintenant, j'avais une famille qui me voulait pour exactement qui j'étais.